à tous, bienvenue dans les conversations de l'art. Oh, mais que ça faisait longtemps. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 9e numéro de votre conversation autour des arts, autour de l'actualité culturelle au Mali. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un grand homme, un monsieur qui est à la tête de l'un des plus grands festivals du Mali. J'ai nommé le Festival du Vivre Ensemble qui se passe à Tombouctou chaque année. Vous l'aurez deviné pour ceux qui le connaissent. Il s'appelle Monsieur Maïga Sahala et il est décidé à nous raconter tout aujourd'hui sur le Festival du Vivre Ensemble à Tombouctou. Retrouvez-le tout de suite juste après le générique. Bonjour Salah. Bonjour, Massira. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous me permettrez de vous tutoyer parce que j'ai beaucoup de raisons de le faire. Tout à fait. Bienvenue, je suis très contente de te recevoir. Si. Et comment vas-tu? Oui, je vais bien. Et je vous remercie aussi de m'avoir invité sur votre plateau qui met en lumière l'art, la culture et tout ce qui va avec. C'est un plaisir de te recevoir. Comment ça va à Tombouctou? Quelles sont les nouvelles de la ville des 333 saints? À Tombouctou, ça va. Un jour comme aujourd'hui, le dimanche dernier, j'étais à Tombouctou. Je suis revenu le lundi suivant. Tombouctou, aujourd'hui, la situation s'améliore beaucoup. L'atmosphère sécuritaire qui préoccupe l'ensemble de Tombouctiens et de Maliens en général est aujourd'hui très satisfaisant. Donc cela réjouit le monde des arts, de la culture et du tourisme parce que qui connaît cette ville, c'est qui tourne autour de ces différentes activités qui d'ailleurs le place et le replace sur la carte du monde. Ah, c'est très important. D'ailleurs, quand on voyage, quand on dit qu'on vient du Mali, les gens, ils savent pas. Mais quand tu dis que tu viens de Tombouctou, ils reconnaissent tout de suite. Et alors, j'ai envie de savoir, le Festival du Vivre Ensemble, qu'est-ce que c'est? Le Festival du Vivre Ensemble est une initiative culturelle d'abord, il faut le placer dans ces contextes, qui fait la promotion de la cohésion sociale comme angle de tir à travers l'art et la culture, mais aussi qui fait la promotion du vivre ensemble, de la paix et de tout ce dont on avait perdu ces dernières années, compte tenu des crises qu'on a vécues sans précédent et les dernières qui datent de 2012-2013. Donc le festival Vivre Ensemble est venu après cette dernière crise que nous avons vécue en 2012-2013 pour combler un vide parce que la méfiance durant l'occupation djihadiste, la méfiance est constamment installée entre les communautés. Donc on a imaginé en tant que jeune de Tombouctou, en tant que citoyen de Tombouctou, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'abord de redynamiser la vie à Tombouctou après une crise de près d'un an d'occupation où tout ce qui est activité de promotion de vie, d'activité d'épanouissement ne s'y tenait pas. Donc c'est comme ça qu'on a pensé à créer le festival Vivre Ensemble après la crise de 2012-2013. Et il a été tout de suite une réponse qui essaye à chaque fois qu'il peut de combler une vide, d'apporter de l'émotion, de la joie aux populations de Tombouctou. En tout cas, moi, pour avoir été une fois, je peux témoigner que c'est vraiment un festival qui est très intéressant. Et c'est vrai que j'étais dans une édition un peu spéciale. Mais du coup, comment est-ce que la population accueille cet événement? La population de Tombouctou, depuis le premier heure du festival Vivre Ensemble, ont tout de suite adhéré parce qu'il a été la première initiative qui a permis de revenir encore sur tout ce qui est patrimoine immatériel, mais aussi de dire au monde que Tombouctou va encore être une destination attrayante. Donc, du coup, c'est parti de beaucoup de choses. Beaucoup d'aspects, beaucoup de facteurs ont compté pour créer le festival Vivre Ensemble. L'un des facteurs le plus sur lesquels nous sommes plus appuyés à créer le festival est que nous avons fait les constats que un an après la crise de 2012-2013, tous les patrimoines matériels détruits a été reconstruit. Mais la vie en lien avec des activités culturelles, en lien avec la promotion des anciens chants et danses qu'on faisait couramment, n'y s'y tenait pas.
Donc, on a dit qu'ils étaient des patrimoines immatériels oubliés. Il faudra initier des choses qui vont encore le faire revenir pour que chacun puisse se retrouver dans son marque d'identité culturelle à Tombouctou. Je me suis un peu renseignée également. J'ai compris que Salah même, c'est au départ un bijoutier. Ouais. Et comment se fait cette transition? Comment est-ce que tu te retrouves dans le monde de la culture jusqu'à porter un projet de festival de ce genre? D'abord, quand on est bûcher, je pense qu'on est aussi acteur culturel parce que je suis bijoutier et je pense que c'est la chose que je sais faire le plus même aujourd'hui, la bijouterie. Parce que je suis issu d'une famille de bijoutiers et je l'ai appris depuis mon bas âge et j'ai tout construit dans la bijouterie. Et jusqu'à où on constatait nous-mêmes qu'il y a un vide, où il faudra essayer d'imaginer des choses qui peuvent combler ce vide. Et c'est parti de beaucoup de choses. C'est parti aussi parce que nous, quand tu vois notre atelier et notre famille à Tombouctou, on est vraiment situé dans le cœur du circuit touristique de Tombouctou. Donc chez nous, quand tu vois, tu peux pas être touriste sans ne pas passer sous notre porte. Tu peux pas visiter la Médina sans ne pas passer sous notre porte, qu'il soit de Vous l'angle êtes au cœur de la oriental, ville. que tu sois du côté oriental. Il faut forcément Ok, passer vers notre porte. d'accord. Donc, et tout ça nous manquait. Les touristes qui repeuplaient nos rues nous manquaient. L'économie qu'ils apportaient nous manquait. Voilà, tout ce qu'il fait avec les communautés de Tombouctou, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan relationship, que ce soit sur tout autre plan, ça nous manquait. Donc, il dit, il faudra, au-delà de tout ce qu'on fait, il faudra aussi faire d'autres choses qui peut inciter des touristes à revenir. Et c'est là, ça commence vraiment à être ça. Et maintenant, au-delà de faire le festival où on amène quelques touristes, maintenant, des touristes partent à Tombouctou presque tous les mois. En mois de mai, on arrivait à amener 107 touristes où notre association était impliquée pour le départ, pour leur arrivée, pour leur visite et pour leur retour. D'accord. Est-ce que Donc, est-ce que c'est les touristes qui viennent de Bamako ou qui viennent d'autres pays? c'est des touristes ils sont pour la plupart de nos Africains. Ils viennent de l'Europe, ils viennent de l'Amérique, voilà, ils viennent de l'Asie, ils viennent de tous les continents. Les touristes dernières qui ont quitté Tombouctou, ils ont quitté il y a moins d'une semaine, c'était des touristes italiens. D'accord. Voilà, c'était des Italiens. Mais à mois de mai, nous avons eu plus de touristes américains que d'autres touristes de l'Europe. C'est quand même intéressant de savoir cette information parce que on a tendance aujourd'hui, quand on voit que le Mali est en rouge, etc., quand on regarde tout ce qui se dit dans les médias, on a tendance un peu à avoir peur de venir visiter. Mais c'est très intéressant de savoir qu'aujourd'hui, les gens peuvent quitter leur pays et aller jusqu'à Tombouctou pour visiter. Et je pense que vous faites un travail à féliciter à ce niveau. Et je me suis amusée à regarder vos chiffres, les visiteurs qui viennent pour le festival. Et pour répondre, c'est que vous avez vos chiffres officiels. J'ai vu que le festival du Vivre Ensemble réunit plus de 30 000 visiteurs. Euh, Qu'est-ce qui différencie le festival de Tombouctou des autres festivals que nous voyons au Mali? Je crois que quand on avait initié le festival Vivre Ensemble, on a pensé à des activités qu'on n'a pas vu faire dans les autres festivals. Notre première activité en tant que festival était un débat public. Était un débat public avant d'ouvrir le festival à sa première édition. C'était d'amener le pouvoir public, les organisations humanitaires qui opèrent à Tombouctou, les acteurs de la société civile, à débattre des sujets en lien avec qu'est-ce que chacun fait pour que la ville puisse se développer, pour que la paix et la réconciliation puissent être une réalité. Et de ça, il s'est ressorti beaucoup de choses et beaucoup d'engagements ont été pris dans notre premier débat par le décideur public, par les collectivités, par les humanitaires qui sont réalisés dans les 3 prochains mois qui ont suivi notre première édition. Et depuis, ça fait partie de l'une de nos activités phares, de garder un débat public, de donner la chance aux populations de parler avec des gens qui n'ont pas l'habitude de voir, de leur poser des questions dans un débat public, une réunion
au moins 150 voire 200 personnes qui sont des publics citoyens, qui arrivent à avoir des gens avec qui. Ça dépend de chaque angle de débat, de thèmes qu'on soumet pour les éditions. Donc quand même, c'est parti de là. Bon, après, on avait intégré tout ce qui est fédérateur, activité fédérateur, la musique, au départ même le football. Donc partant de qui on essaye de faire occuper les jeunes, de les sensibiliser sur des thématiques importantes, mais aussi des formations qu'on fait presque dans toutes nos éditions. On fait des formations importantes. Depuis qu'on a commencé, si ce n'est la précédente édition, on a toujours fait des formations qui sont des formations sur la prévention, sur l'extrémisme violent, sur la formation, sur l'éducation culture de la paix. Et ça, c'est quelque chose qu'on amène chaque année dans les festivals à peu près, et on forme un répertoire de jeunes qui change chaque année. Ceux qui sont formés cette année ne sont pas encore formés l'année suivante, ceux qui sont formés, ainsi de suite. Donc, on a un répertoire de plus de 500 jeunes garçons et filles qui ont été formés, mais aussi des leaders communautaires qui ont été formés sur ces différentes thématiques. Mais à chaque fois qu'on les forme, on leur demande aussi de prendre des engagements, de ne plus être des acteurs de nuisance, de ne plus être des acteurs qui ne font que la promotion de la cohésion sociale. Ceci a fortement contribué à pacifier la ville de Tombouctou, qui revient comme modèle d'une ville de tolérance, d'une ville de cohésion et tout le reste. Je voulais te demander si je dois venir visiter Tombouctou. Moi, j'ai été, par exemple, pour quelqu'un qui nous regarde, qui veut venir visiter Tombouctou. Pour toi, quelles sont les choses qu'il faut absolument voir une fois qu'on est à Tombouctou? Une fois qu'on est à Tombouctou, il faut absolument voir ces sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO, et connaître un peu leur histoire, et visiter aussi nos musées qu'on a à Tombouctou, visiter la Médina. Tout est à visiter à peu près à Tombouctou quand on arrive. Oui, mais les trois principaux sites, ou bien voilà, les trois principales choses à faire quand on est à Tombouctou. Les trois principales choses quand on est à Tombouctou, la première, c'est de visiter les sites classés patrimoine culturel de l'UNESCO. La deuxième, c'est de découvrir le patrimoine immatériel de Tombouctou, notamment tout ce qui est en lien avec sa vie ancienne. Et souvent, ça se traduit dans la musique, souvent ça se traduit à travers son art culinaire. Ça, c'est des choses aussi à découvrir. Et la troisième chose à découvrir quand il y a à Tombouctou, c'est de venir et de ne pas partir sans ne pas visiter les différentes mausolées. Donc, ceci aussi sont des choses très liées à l'identité de la ville de Tombouctou. Donc, ça, c'est des choses vraiment à visiter quand tu arrives à Tombouctou. En tout cas, c'est bon à savoir. Moi, je recommande la nourriture de Tombouctou. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment top. Et comme je le disais tantôt, les conversations de l'art a pour objectif de mettre en lumière l'art plastique. Et à Agansi, nous travaillons avec un certain nombre d'artistes, artistes plasticiens. Il y a des peintres, il y a des sculpteurs, ils ont différentes manières de travailler. Et notre mission, c'est vraiment comme on dit les Anglais, de les highlight. Et donc, dans cette émission, nous avons une rubrique spéciale dédiée aux artistes de Agansi. Et aujourd'hui, nous parlons des artistes hyper talentueux de notre catalogue qui s'appelle Souleymane Guindo. Je vous laisse découvrir son portrait. Je suis Souleymane Guindo, sortant du conservatoire, membre de la TLM. Je suis un artiste plasticien. Je vis et travaille ici à Bamako. J'ai commencé le dessin à bas âge. Donc, après le lycée, j'ai commencé à fréquenter un atelier de décoration avec un tonton du quartier. Donc, c'est dans son atelier que mon talent a été découvert par quelqu'un. Ce dernier m'a sollicité à ce que je fasse une formation supérieure par rapport à ses dessins pour avoir un diplôme. Donc, c'est comme ça que je me suis renseigné sur le conservatoire, j'ai fait le concours et j'ai été admis au concours pour une formation de 5 ans après le bac en art plastique. Juste après la soutenance, en juin 2013, mon premier projet artistique, je peux dire que ça a été commencé à un des programmes du
du Festival Sud de Niger et le programme Chorale Qualité 1. Donc, j'ai signé un engagement de 3 ans dans ce programme. Donc, après ça, avec mes collègues qui sont actuellement les membres de l'Atelier M, on avait des expositions collectives à faire dans pas mal d'espaces ici à Bamako. Donc, on faisait des petites résidences, on organisait des expositions. Voilà, c'est un peu ça. Au début, mes inspirations portaient directement sur les injustices dans la vie en société. Et ce que la population fait comme injure envers vis-à-vis de leurs autorités, ça portait directement sur ça. Actuellement, mon travail porte directement sur les activités quotidiennes de mon milieu social. Je travaille avec une matière qui est le coton et avec l'acrylique. Et des fois, je le mélange avec d'autres matériels. Mais la majeure partie de ma matière utilisée, c'est le coton. Et pourquoi le coton? Le coton, je le trouve comme une matière malléable. Et avec ma technique, je peux l'utiliser à plusieurs manières. Et pourquoi le coton? Le coton, ça m'a donné l'inspiration au moins de faire représenter ma ville d'origine. Ma ville d'origine, comme je suis un Dogon, et notre milieu, on peut dire que c'est des pierres et des cailloux. Donc, j'ai jugé nécessaire au moins de faire ressortir cet effet sur ma toile. Donc, raison pour laquelle je pratique le coton et avec l'acrylique et pour donner ces petits reliefs qui se trouvent dans mon milieu. Mon pays qui est le Mali est aujourd'hui un pays qui mérite d'être visité par rapport à ses réalisations artistiques. Il y a tellement de créativité particulière et très originale dans le milieu de l'art plastique malien. Alors, Salah, qu'est-ce que tu penses du travail de Guindo? En saisissant la lecture de l'explication que son art est basé sur le coton, je trouve qu'il fait d'avoir un travail très difficile, très titanesque, parce qu'imaginer de traduire avec cette matière des tableaux, pour moi, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais de ce que je puisse comprendre de ce tableau qui est devant moi, que je peux dessiner, parce que les autres, c'est un peu plus difficile pour moi. C'est abstrait. Parce que là, je vois un athlète ou une personne qui se met dans une position de courir, qui voit de loin devant lui, qui a qui a un sol noir et qui voit des montagnes aussi un peu plus noires, mais dans un fond rouge, qui montre pour moi à peu près, si je puis me résumer à faire comprendre mon esprit, c'est que la personne se trouve dans un environnement très difficile, un peu plus difficile, dans un environnement très chaud à tenir ou vivre, dans lequel il s'est mis à lever et à avoir beaucoup d'énergie pour se mettre à courir pour chercher peut-être à vivre ou arriver à atteindre un objectif, je ne sais pas comment le décrire, mais quand même déterminé à arriver à l'objectif qu'il souhaite arriver, dans un positionnement d'énergie, dans une situation de non-regret, de non-retour, d'aller de non-retour. C'est ce que j'ai pu comprendre de cela. C'est comme quelqu'un qui a décidé de prendre son destin en main. Son destin en main, oui. Malgré toutes les difficultés de l'environnement dans lequel il se trouve. Alors, de se libérer de... Même si les gens pensent qu'ils ne comprennent pas ce que les plasticiens font, c'est quand même extraordinaire parce que ce que le visiteur regarde peut comprendre de la toile complète en fait le discours de l'artiste. Tout à fait. Ce que tu viens de décrire, certains ont une lecture complètement différente. Voilà. Et c'est ce qui fait la beauté de la toile à chaque fois. Tout à fait. Et je confirme
que tu n'es pas très loin Ouais. de ce qu'il a dit, ce qu'il a Ouais. donné comme explication Très de bien. cette toile. Et, mais moi, je laisse chacun, en fait, avoir sa propre interprétation. Tout à C'est fait. ce qui permet, en fait, de rendre la toile plus belle. Bon. De tout ce qu'on a dit sur le festival de Tombouctou, je retiens quand même qu'il y a quand même beaucoup de musique. Il y a beaucoup de traditionnels, il y a du sport, il y a la formation, il y a beaucoup d'aspects qui sont à saluer, mais il y a quand même peu d'art plastique. Pourquoi? Euh, pourquoi c'est manifeste, c'est parce que pour nous de cette partie du pays, l'art plastique, c'est pas parce qu'on ne le connaît pas, mais il est très nouveau, à peu près pour nous. Parce que je me dis que l'art plastique a toujours ce lien avec tous les tableaux qu'on voyait aussi quand on est enfant, voilà, et qu'on voyait accrocher nos murs dans nos salons et tout ce qui va avec. Pour moi, il y a toujours des liens. Pour nous, du fait que c'est de l'art un peu plus nouveau, ça fait qu'on n'a pas assez de place que nous-mêmes nous souhaitons acheter, parce que c'est parce que aussi on ne les connaît pas assez. C'est ce qu'il faut dire. Euh, mais nous sommes ces gens qui voyagent aussi à travers le monde, donc on commence à comprendre que les tableaux ont énormément de la valeur et c'est une richesse inestimable. Donc on y commence aussi à nous intéresser, à savoir pourquoi le monde s'intéresse le plus. Qu'est-ce que vous faites alors dans l'organisation du festival pour pouvoir ramener de l'art plastique? Oui, de l'art plastique, c'est ce que j'ai dit, on y pense beaucoup. L'année dernière, du fait que vous avez pu participer, les gens avaient toute la curiosité de voir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. C'est ça. Qui n'ont jamais vu. Donc chacun vient voir ce qu'il n'a jamais vu, chacun vient regarder ce qu'il n'a jamais vu. Donc il y avait cette curiosité. Donc ça fait croire que ça a été, bien que de façon officielle, on n'avait pas pensé que ça allait être comme ça, mais ça a été l'activité la plus innovatrice qu'on a accueillie dans le cadre de la 8e édition dernière du festival. C'est ce qui nous donne à réfléchir et voir comment trouver les mécanismes avec vous pour développer cela lors de notre prochaine édition qui se tiendra dans quelques mois. Parce qu'en décembre encore, c'est dans quelques mois. Imaginez que le temps part très vite. Très vite. Et on continue dans ce sens pour voir comment refaire avec les enfants ou refaire avec d'autres adultes cet atelier d'écriture, mais aussi faire une exposition. Ça, c'est quelque chose qu'on verra en off, Inch'Allah, et voir comment on va développer cela et faire visiter et intégrer une exposition complète d'art plastique dans le cadre de la 9e édition. Quelles sont les activités phares qui sont prévues pour cette année? Pour cette année, il y aura des activités que nous-mêmes on n'a jamais vues, qu'on imaginait faire dans le cadre du festival, qui existent à travers l'histoire. La première des choses, c'est que cette année, on fera la Zalaï. C'est-à-dire, on fera la Zalaï de Taourani à Tombouctou. Et la Zalaï considérera, sur le timing sur lequel on est en train de travailler, la Zalaï considérera avec l'ouverture de la 9e édition. Et il sera accueilli comme tous les autres Zalaï. La Zalaï, c'est une caravane de chameaux qui quitte Taourani dans sa forme originelle. Et moi, je n'ai pas eu la chance de les regarder parce que nos générations, je crois que les dernières Azalaï qui s'est bien organisé, que tu vois souvent dans la bande générique du journal télévisé de Douartien où tu vois les chameaux passer. Oui, ils sont en ligne. Je crois que c'était en 92. D'accord. Ouais. Donc, le mot Azalaï, ça veut dire caravane de chameaux. chameaux. Okay. C'est ça, Azalaï. D'accord. Donc, nous, à travers un projet sur lequel on travaille cette année, on avait proposé à refaire l'Azalaï dans sa forme originelle, mais à les rendre plus d'un Azalaï artistique et culturel. On est en train aujourd'hui de mettre des artistes de Taoudani en résidence artistique qui vont accompagner le départ de l'Azalaï à Taoudani pour le faire venir à Tombouctou, mais à travers des actes de sensibilisation où ils produiront le sketch. Dans chaque ville où ils passeront la nuit, ils passeront une nuit artistique à peu près avec les communautés, ils mangent avec eux et ils les sensibilisent. J'imagine, ça sera beau. Ça sera beau, ça prendra 24 jours le trajet en chameau et en voiture pour les artistes qui ne peuvent pas tenir avec les. Donc il y aura l'extrait de scène
et il y aura la distribution des selles à l'arrivée de l'Azalea. Ok. Et comme tous les Azalais, ils sont accueillis avec toutes les communautés en grand pompe par leur bravoure de marcher près de 1000 km à pied, à dos de chameau, d'amener du sel pour les communautés de Tombouctou et d'en partager avec les notables et accueillis comme des héros du désert qui ont bravé tout ce temps de soif, de tout ce qui va avec pour choisir. Ça Donc ça ça, donne c'est l'une des déjà innovations. envie. Ça, c'est l'une des plus grandes innovations que le festival verra cette année. D'accord. L'autre innovation, c'est que on fera du football cette année. Bon, on le faisait, mais on les ramène. On le faisait nos 4 premières éditions. Il y avait toujours ce qu'on appelle la Coupe du Vivre Ensemble. Donc, c'était des équipes qu'on compose avec des communautés. C'est-à-dire, c'est une équipe de 11 où il faut avoir forcément un Soraï, un Arabe, un Touareg, un Bambara, un Dogon, tu vois. Donc, il fait une Tout ce qui une fait une composition composition mixte de... Oui. des ethnies. Donc, c'est comme ça que nous, on composait nos équipes auparavant. Donc, c'est comme ça qu'on compte récomposer les équipes. Et à chaque mi-temps, qu'on veut spécial. Les mi-temps de match de football classique, c'est 15 minutes. Mais nous, nos mi-temps, on le veut spécial, c'est 30 minutes. Donc, c'est chaque mi-temps, il y aura des productions musicales dans le stade. Il y aura 30 minutes pour la première mi-temps, il y aura 30 minutes de la musique et de l'art, il y aura 30 minutes pour finir le match. Donc, c'est une coupe aussi qui va regrouper 2 régions. Dont le final aussi va se faire dans le cadre du festival. On joue tous les matchs préliminaires avant le festival, et la finale, on le jouera dans le cadre du festival. Et c'est une coupe du vivre ensemble qui regroupe 2 régions, c'est-à-dire la région de Taudeni et la région de Tombouctou. L'autre innovation est que cette année, on travaille avec une association espagnole qui est basée à Madrid, qui voudrait faire le prix El Saheli. Le prix El Saheli, c'est le prix El Saheli, c'est cet architecte espagnol andalou qui a construit la mosquée de Djingareber. Oui. Donc, c'est un Espagnol qui a construit la mosquée de Djingareber sur financement de Kankou Moussa avec 40 000 d'or. Okay. Donc, il voudrait faire le prix Saheli, il voudrait faire un prix Saheli et le délivrer ces prix dans le cadre du festival Vivre Ensemble, c'est-à-dire le prix de l'architecture terre, le meilleur prix de l'architecture terre, conservé de cette époque à maintenant, qui aura. Donc, je pense que Mosquée de Djenné peut le trouver, comme Mosquée de Djingare peut le trouver, mais le prix, il sera décerné dans le cadre du festival Vivre Ensemble. Voilà. Ok, en tout cas, tout ça a l'air très intéressant. Ouais. Et on n'oublie pas aussi l'espace enfant. L'année passée, nous, j'avais fait un magnifique atelier avec les enfants et je pense qu'on va remettre aussi cette année. Et donc, cet espace également est un espace très intéressant qui donne un tonus au festival. Ouais. Et avant que on arrive petit à petit à la fin de notre conversation et avant que je te donne le mot de la fin, il y a quand même quelque chose qui a aussi retenu mon attention sur le festival, c'est le site en fait, là où se passe le festival. Est-ce que tu peux un peu nous parler de l'historique de ce site-là? Et j'ai compris que c'était un tas d'ordures qui a été transformé en un lieu de festival aujourd'hui, chose qui est aussi une belle action. Comment est-ce que vous avez eu cette idée-là? On avait eu cette idée de convertir le monument Flamme de la Paix en un site viable partant de notre thématique de l'année 2020. C'est-à-dire 2020, nous étions à notre 4e édition, je pense. Et notre thème, c'était l'utilité du patrimoine dans la construction de la paix. D'accord. Donc, et le patrimoine là-bas étant un patrimoine national, on avait dit que le thème doit nous amener à aller sauver ces sites et faire le festival là-bas. Donc, c'est pour cela que nous, quand on fait les thèmes, on essaie toujours d'atteindre un résultat via les thèmes sur l'année. Et cette année, on a changé de site. C'était l'année où on a commencé à changer de site, à quitter complètement dans les côtés ouest de la ville, qui est vers le stade, qui est un peu plus en ville, centre-ville, d'aller au côté extrême nord de la ville. Donc, là où se trouve le site du festival aujourd'hui, c'est le côté extrême nord. Donc, c'était pas c'était très peu imaginé de comprendre qu'on peut tenir le festival là-bas dans
la situation dans laquelle on le trouvait. Donc, c'était devenu un site converti en dépôt final des ordures, c'est-à-dire le plus grand dépôt des ordures Ouais, de la de ville. la ville. De la ville. Donc, il faudra travailler vite, d'abord enlever tous ces ordures, viabiliser l'endroit et arriver à tenir le festival. C'était notre objectif premier. Donc, on est arrivé en si peu de jours. Si tu vois le temps d'aller là-bas, c'était il y a moins d'un mois. C'était en 21 jours, je pense, tout au total. On a mobilisé le partenaire qu'il faut mobiliser, on a mobilisé les autorités qu'il faut mobiliser, on a mobilisé les acteurs qu'il faut mobiliser. Et on a fait un travail citoyen tomboxienne où on a dit aux gens, on leur fait appel de comprendre que c'est un patrimoine commun de les sauver. Donc les gens se sont mobilisés en réalité de tous bords, de toutes liées, à tenir deux grandes journées de travail et tout le reste on avait poursuivi avec des manœuvres. Donc on a quand même arrivé. Quand on est arrivé à faire l'édition là-bas, on a imaginé que c'est le plus beau site même qu'on peut avoir. Donc on a demandé aux autorités de ce qu'on peut faire tout de suite, c'est de trouver deux gardiens pour le refaire dans les qu'il n'y ait plus de ordures et de voir ce qu'on peut développer après. Et le gouverneur de l'époque, c'était Koina, il avait dit qu'il nous a demandé de garder le site. On lui avait demandé de nous donner un document entre lui et les. Donc ils se sont concertés en collectivité. 3 jours après le festival, ils nous ont donné cette décision de garder le site et de le pérenniser en tant que site du festival Vivre Ensemble. Nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien. Nous avons appris beaucoup sur le festival, sur son historique, sur les perspectives. J'aimerais que tu nous rappelles juste les dates de la prochaine édition et ensuite que tu enchaînes avec ton mot de la fin. Les dates de la prochaine édition, c'est du 16 au 22 décembre 2024, où nous accueillerons fièrement la 9e édition à Tombouctou. Et en plus, mes mots de la fin, c'est que pour ce festival, je crois que nous avons prouvé tout ce qu'on sait faire à peu près pendant ces 8 dernières années, pas qu'autour des éditions, mais aussi autour de toutes les initiatives qu'on fait en interédition, qui permet de contribuer à la promotion artistique, qui permet de contribuer à la création artistique, qui permet aussi de relever la vie économique de la ville de Tombouctou, qui permet aussi de rendre Tombouctou tous ses atouts perdus de destination attrayante. Donc, nous invitons les communautés de par le monde à se joindre à nous pour participer à la 9e édition du festival Vivre Ensemble. Ceci met fin au 9e numéro des Conversations de l'Art. J'ai eu le plaisir de parler avec le président du festival Vivre Ensemble qui nous a parlé aussi de la 9e édition du festival qui se tiendra à Tombouctou. Le rendez-vous est donc donné et mettez-le dans vos agendas, rejoignez-nous pour que nous puissions passer un bon moment ensemble. D'ici là, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro des Conversations de l'Art. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube, sur aussi le site web www.agency.com pour rien rater de notre actualité. Merci, à bientôt. Bisous.